Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans ce live du mercredi midi 15. Donc aujourd'hui, je suis super excitée à l'idée de vous partager du vocabulaire de couture. Parce que oui, la couture, au début, ça peut être vraiment complexe, puis on peut même avoir l'impression qu'on apprend une nouvelle langue. Donc des fois, on comprend absolument rien de ce qui est écrit dans les étapes de notre patron, puis ça nous bloque là, pendant des heures parce qu'on cherche la réponse, mais souvent, là, c'est pas si compliqué que ça, puis c'est souvent les mêmes mots qui reviennent. Donc aujourd'hui, j'en ai identifié 10 qui reviennent très souvent et qui ont mélangé là, à un moment ou à un autre, soit mes élèves ou moi-même à mes débuts. Donc on va regarder ça ensemble. Donc, je me demandais en commentaire, là, parce que je serais vraiment curieuse d'entendre vos mots à vous. Est-ce que y en a que... est-ce qu'il y a des mots, justement, qui vous ont déjà fait bloquer, qui vous ont fait What? Hein? Qu'est-ce qui se passe dans mon patron? Donc, qui vous ont surpris, puis que par la suite, ben, vous avez fait une petite recherche pour trouver là, mais de quoi s'agit-il. Donc, je serais vraiment curieuse de lire vos mots de couture obscurs. Donc, juste les écrire là, dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, puis on va pouvoir, j'allais dire rire ensemble, mais des fois, c'est ça, pouvoir avoir un petit peu plus d'explications. Puis, pour ceux qui commencent, c'est vraiment normal, dans le fond, d'avoir des doutes puis de pas comprendre tous les mots de la couture parce que, il nous faudrait bien un dictionnaire de la couture. Donc, c'est un petit peu ça que je vais faire aujourd'hui, là, expliquer vraiment là, les mots les plus utilisés dans la couture, mais qui sortent vraiment de l'ordinaire. Donc, sans plus tarder, dans le fond, je me présente. Mon nom, c'est Christine, puis je suis la propriétaire de l'école de couture Le Bac Rose. Donc, justement, là, au quotidien, je déchiffre, je vulgarise vraiment c'est quoi la couture à mes élèves dans mon école de couture en présentiel et maintenant en ligne. Donc, ça me fait vraiment plaisir là, de pouvoir vous aider dans vos projets. Donc, on commence déjà avec le mot de l'heure, le droit fil. Donc, premier mot qui peut déjà nous surprendre lorsqu'on parle de tissu. Hein, souvent, c'est vraiment bien connecté ensemble, le droit fil. Souvent, c'est pas un mot qui nous fait sursauter. C'est plutôt, les élèves me disent, là, j'ai entendu parler de ça. Mais qu'est-ce que c'est le droit fil? Est-ce que tu peux me l'expliquer? Donc, on va pouvoir regarder ça. Là. Aujourd'hui, c'est très pratico-pratique. Là, donc, je vais montrer ma caméra pour montrer un peu qu'est-ce que c'est le droit fil et tous les autres mots aussi, là, avec des exemples concrets. Donc, pour expliquer le droit fil, j'ai sorti là, un rouleau de tissu comme ça de la section là, boutique de mon école de couture. Donc, ici, vraiment, c'est un rouleau comme on en retrouve au magasin de tissu. Puis, je l'ai pris comme ça parce que c'est la meilleure façon de savoir il est où le droit fil. C'est certain que c'est d'avoir du tissu là qu'on vient juste d'acheter au magasin. Dès qu'on recoupe un peu dans le tissu, des fois, on va perdre un peu notre droit fil, mais on devrait être capable quand même de se retrouver. Donc ici, de tout de suite, dans le fond, au niveau du droit fil, je vois très, très bien ma lisière. La lisière, on voit que c'est une portion un peu étrange de mon tissu. C'est vraiment en continu. Dans ce tissu-ci, on le voit très bien. Il y a ici là, des petits morceaux, des miettes de tissu qui ressortent comme ça. Et on a une bande bleue comme ça ici. Dans certains cotons, ça va être une bande blanche. Il va même avoir de l'écriture. Donc ça, dans le fond, c'est notre lisière. Et habituellement, le droit fil est dans le même sens. Hein, il est parallèle à la lisière. Donc si je regarde mon tissu comme ça, mon tissu, il est comme ça, le droit fil. Donc la ligne, la partie lignée de mon tissu, elle est verticale dans mon projet. Donc, ça ressemble un peu à ma chemise. C'est quand même drôle, là, comme ça. Donc, le ligné est vraiment vertical dans ma chemise ici. Justement, ça serait la même chose dans ce tissu-là. Un tissu qui est peut-être plus difficile là, à voir le droit fil. Ici, j'ai pris un exemple. C'est un coton ouaté. Donc, même chose ici, j'allais dire même chose. Ici, j'ai seulement une retaille de tissu, donc je n'ai plus la lisière. Donc, comment je fais pour savoir là, c'est où le droit fil? Dans le tissu qui est plutôt tricoté, hein, c'est ça, c'est un tissu qui est un peu extensible, mais je peux retrouver la lisière en trouvant, j'écarte un peu mon tissu et je vais aller trouver dans le fond la côte. Ici, on la voit pas très bien à l'écran, mais j'ai vraiment une petite côte là, ici qui va être verticale. Donc, c'est vraiment là, mon droit fil va être dans le même sens que la petite côte dans mon tissu. Donc, super important, dans le fond, quand on trouve le droit fil puis on commence, c'est vraiment justement le sens du tissu pour que, dans un vêtement surtout, le vêtement, là, il nous fasse de façon qui tombe très bien, justement, qu'on choisit vraiment le bon sens du tissu
parce que si on respecte pas le droit fil, ben ça se peut que notre vêtement tourne à certaines sections de notre vêtement, par exemple une jambe de pantalon qui tourne tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment respecter le droit fil. Donc ici c'était juste pour une petite introduction au droit fil, mais je préfère une vidéo complète juste sur le droit fil. Donc on va déjà passer là, au prochain mot de vocabulaire couture. Donc ici au niveau du vocabulaire couture, on va parler maintenant de la parmenture. Ah, ça j'ai un bon exemple. La parmenture ici, j'ai un bon exemple pour t'illustrer ça. Il y a quelques années, là, j'avais fait ce petit haut tout simple, une petite veste comme ça. C'était une veste qui venait d'un patron un peu plus ancien, donc un look un petit peu plus rétro, si je peux dire. Donc ici, dans le fond, au niveau de mon patron, la finition, bien, c'était une parmenture. Donc si je la mets sur l'intérieur, comme ça ici, bien, on voit que ici, pour faire la finition du bord de mon tissu, comme ça, sur l'extérieur, on voit rien du tout. Hein. Sur l'extérieur, c'est bien caché. Mais à l'intérieur, j'ai ce tissu-là, une bonne bande d'à peu près 5 cm qui longe tout le tour de l'encolure, comme ça dans le dos, et qui revient de l'autre côté aussi. Donc, une belle parmenture qui aide à faire une belle finition dans notre chandail. Donc, ici, je dis que c'est un peu plus ancien parce que souvent, maintenant, les vêtements sont tellement extensibles qu'on n'a presque pas besoin de parmenture. Ça va être plutôt des bandes, des barres-côtes ou des choses comme ça. Mais dans des vêtements un peu plus structurés, tout ça, on utilise encore là, les parmentures. Leur défaut, là, c'est vraiment que c'est une parmenture qui peut lever. Ici, dans le fond, pour la faire bien tomber, il faudrait venir faire une surpiqûre là, comme ça dessus. Mais ça défrait un petit peu le look chic de mon vêtement. Donc, la surpiqûre, elle est bien prise là, dans les coutures là, de ma manche raglan, comme ça. Donc, parmenture, c'est ça, c'est un petit peu moins utilisé, mais c'est vraiment une bonne solution, surtout dans un manteau. Là, on va voir ça souvent. Donc, le manteau, on va avoir le même tissu que le manteau extérieur et la doublure va commencer après la parmenture. Puis, c'est vraiment facile à coudre, c'est pas plus compliqué là, que des coutures droites. Donc, c'est ça, ça se fait très bien. Donc, ça, c'était parmenture. Donc, si vous voyez ça dans un patron, c'est cette petite ajout là, de tissu-là dans le haut. On va aller voir maintenant le troisième mot de couture obscure, c'est cranter. Comme ça. Donc, pour cranter, j'ai préparé 2 exemples. Donc, j'ai 2 façons de cranter, dépendamment de mon projet. Ah, ici, j'avais pas fini de recouper. Juste pour vraiment... c'est pas des vrais projets, c'est seulement des exemples pour montrer là, comment cranter. Donc, on va commencer avec le premier exemple, comme ça ici. Donc, j'ai vraiment une courbe, comme ça, qui tourne bien, mais ça qui est très prononcé. Donc, j'aurai pas le choix. Si je veux retourner mon projet de côté, avant de le retourner, je vais venir cranter parce que dans le bas ici, ça va venir me faire, là, on voit pas super bien à l'écran, mais ça va venir me faire des petites boulettes de tissu comme ça dans le coin. Donc, c'est pas ça que je veux. Donc, ce que je vais venir faire avec mon ciseau, c'est que je vais venir couper le tissu, mais je vais pas couper mon fil. Donc, ici, je vais venir couper sans toucher le fil. Et à des espaces d'à peu près là, 1 cm, comme ça, de même, comme ça ici. Donc, cranter, dans le fond, ça m'a fait là, des belles petites coches. Donc, je ne vais pas du tout toucher à mon fil de couture, mais je suis très près, là, à peu près à 2 mm là, du bord de ma couture. Puis, ce que je vais faire, c'est que vu que les tissus se replient vers l'intérieur et qu'on s'entend ici dans la courbe, ben, c'est plus petit ici à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, je vais venir même cranter en faisant des triangles, comme ça. Parce que sinon, comme j'ai dit, mon tissu allait faire des boulettes. Puis, c'est pas ça que je veux. Donc, on va vraiment enlever de la matière. Comme ça, pour que quand le tissu va se refermer sur lui-même, ben, ça va se superposer et ben, je n'aurai pas de moton, hein, d'excédent de tissu un par-dessus l'autre. Et là, si je retourne ça de côté, comme ça, ben là, je peux vraiment aller bien chercher ma courbe. Donc, vraiment beaucoup dans certaines peluches ou certains accessoires, là, c'est vraiment très important de bien cranter parce que sinon, on perd la courbe. Comme ici, j'ai bien ma courbe. Puis, elle n'est pas trop épaisse. Hein, dans ma couture ici, là, je vois que c'est à peu près égal au reste. Donc, ça, c'était une première façon de cranter. Deuxième façon ici, c'était dans mon deuxième exemple. Donc là, ma courbe, elle est intérieure comme ça ici. Je vais venir, dans le fond, cranter dans la section là, ici qui est vraiment très prononcée. Quand je crante, dans le fond, c'est vraiment dans des arrondis.
Habituellement, on crante pas dans des lignes droites, là. Ça se place quand même bien. Donc ici, même chose, à peu près à 1 cm de distance. Et là, on voit que lorsque mon tissu va tomber sur lui-même, bien là, le tissu s'écarte déjà, donc j'ai pas besoin d'en couper plus. Les triangles se font naturellement. Bon, pas très visible ici à la caméra, mais ça montre quand même là, ici au niveau de mes triangles, comme ça. Donc, j'ai pu, dans le fond, aller cranter. Puis ça a vraiment comme donné de l'élasticité à ma couture. Donc, ici, auparavant, je pouvais pas du tout la bouger. Et maintenant, je peux la mettre presque en ligne droite, comme ça. Donc, c'était ça, cranter là, de 2 façons différentes, dépendamment qu'est-ce qu'on fait. Ici, dans le fond, justement, les tissus vont bien se placer. J'aurai pas d'épaisseur supplémentaire. C'est vraiment ça qu'il faut faire attention là, lorsqu'on crante. On continue. Prochain mot de couture. Qu'est-ce qu'il y en est? La surpiqûre. Donc, la surpiqûre ici, dans le fond, j'avais une trousse qu'on fait beaucoup au bac rose là, avec les débutants en couture. Donc, la trousse ici sur l'extérieur de ma fermeture éclair, on voit bien, hein, j'ai une surpiqûre. Donc, les surpiqûres, on voit, j'en ai même aussi sur la ganse, comme ça ici. Donc, dans mon cas, j'avais fait des surpiqûres qui étaient contrastantes. Donc, on les voyait très bien sur l'épaisseur de jeans parce que, ben, dans le fond, ça tient aussi de chaque côté de ma fermeture éclair. Hein. Les tissus sont bien tenus là, avec la surpiqûre. Et aussi, mais ça fait une jolie décoration là, sur mon projet à l'extérieur. Même chose aussi sur ma ganse, ben, ça sert à tenir mes ganses bien ensemble, mais ça fait vraiment un fini là, plus propre. Puis je trouve que les surpiqûres, ben, c'est ça, c'est sur l'extérieur du projet. Donc, ça fait vraiment une belle finition. Puis ça permet là, d'avoir un look toujours bien tressé, vu qu'on a comme cousu les coutures ensemble. Ça fait vraiment là, une belle finition comme ça. Donc ça, c'était la surpiqûre. Maintenant, la prochaine chose, c'est le fait d'entoiler un tissu. Donc, dans le fond, l'entoilage, j'en ai sorti là, plusieurs exemples ici, plusieurs épaisseurs. Le fait d'entoiler un tissu, c'est le fait de rigidifier notre tissu. Donc, si je prends un tissu qui est très mince, bien là, je vais pouvoir lui mettre, dans le fond, cet entoilage-là, c'est un tissu qui est avec des petites billes de colle, comme ça. Je vais pouvoir le coller sur l'envers de mon tissu et ça va le rendre un peu plus épais. Comme ici, là, j'ai un entoilage qui est très, très, très épais pour ma trousse, hein, que je viens de montrer tout à l'heure. Mais ma trousse ici, si j'avais mis à l'intérieur du tissu, comme ça ici, de l'entoilage là, aussi épais, ben, ma trousse se tiendrait là, vraiment très bien. Elle serait même gonflée un peu. Mais ici, on voit que mon tissu était déjà assez rigide. Hein, c'est un jeans. Donc, le tissu se tenait déjà tout seul. Donc, j'ai pas eu besoin de mettre d'entoilage. Mais un tissu qui serait vraiment très mou, par exemple... je sais pas pourquoi, mais mettons que je voudrais utiliser mon coton watté de tout à l'heure pour faire une trousse, ben là, le tissu serait trop mou, hein, ma trousse se tiendrait pas, le tombé de mon tissu est vraiment trop flexible comme ça, donc je viendrais juste le stabiliser avec de l'entoilage. Donc, je vais passer au prochain mot. Prochain mot, dans le fond, c'est de bâtir ou de faufiler. Donc, bâtir ou faufiler... Je pense que j'avais pas d'exemple nécessairement. Bâtir ou faufiler, justement, ça pourrait être de faire là, une couture de soutien pour tenir, par exemple, certaines coutures ensemble lorsque je vais faire un projet. Mais bâtir et faufiler, vraiment, mon truc, c'est d'aller coudre, au lieu de coudre à la main, là, de faire ça à la main comme ça, ben, je viens juste passer un fil, un peu comme un fil de fronce. Donc, j'allonge la longueur de mon point pour bâtir mes coutures, donc pour attacher, par exemple, là, justement dans mon petit vêtement de tout à l'heure, si j'ai certaines coutures que je veux juste tenir ensemble, le temps, par exemple, de faire un essayage ou de faire certaines parties du vêtement, ben, je vais juste venir les attacher sommairement, presque sans faire de point d'arrêt ou si peu, puis avec un point là, plus long. Donc, c'est juste pour comme bâtir, tenir pendant une certaine période de temps mes tissus ensemble jusqu'à temps que je fasse la vraie belle et finale couture. Donc ici, par exemple, j'aurais pu bâtir ma parmenture pour la tenir là, en place, le temps de faire la vraie couture pour tenir tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on utilise de moins en moins en couture parce que justement, on fait juste passer là, à la machine à un point long. Donc on fait beaucoup moins de petites préparations à la main. Puis souvent, je me rends compte dans un patron, c'est presque inutile. Là. On a assez d'épingles qu'on peut mettre dans notre projet
on n'a pas nécessairement besoin de faire ça. Prochain mot, le mot billet. Donc, le billet en couture, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est pas du billet d'argent, c'est un billet là, B-I-A-I-S. Donc, le billet, ça ressemble à ça. C'est un morceau de tissu qui a été plié là, en 4, comme ça. Donc, si je l'ouvre, le tissu, on voit que je peux encore l'ouvrir. Donc, je déballe le tissu, comme ça. Donc, il a été plié là, en premier, comme ça. Donc, les bords vifs de mon tissu sont vraiment pris à l'intérieur. Et là, je reviens replier sur lui-même. Et ça me fait, dans le fond, un billet. Donc, tous les côtés sont bien propres et prêts à être cousus sur un projet. Donc, le billet, dans le fond, je pourrais venir le mettre justement au bord d'un tissu comme ça ici et venir faire là, une belle finition. Donc, pas besoin de surjeteuse, pas besoin de faire d'autres finitions pour le bord. Ça serait complètement le tissu qui vient mordre dans le tissu, donc il vient l'englober comme ça. Et je viens coudre à l'extérieur pour faire une belle finition. On utilise un petit peu moins le billet dans mes projets à l'école de couture, mais ça reste vraiment une belle alternative pour certains projets. Ici, je vais juste montrer que, dans le fond, j'ai fait mon propre billet. Le billet, ce qui est important, c'est que justement, il faut le couper dans le billet. Donc, quand je dis billet, ben, c'est la diagonale. Donc, ici, on vient de le voir, le droit fil. Ici, je vois là, que ce côté-ci de mon tissu, la partie blanche, tout ça, c'est la lisière de mon tissu. Donc, mon droit fil, il est vertical, comme ça. Puis, ce que je vais faire pour faire mon billet, c'est que je vais venir me tracer une diagonale. Donc, ici, je pourrais venir là, vraiment me tracer ma ligne. Tiens, souvent, je vais plier mon tissu, là, je vais le refaire. Donc, je l'ai plié comme ça pour venir m'accoter sur mon droit fil. Et là, je peux plier vraiment à l'horizontale et je viendrai me couper là, une belle lisière de ma mesure pour mon billet. Et puis ici, dans le fond, pourquoi je coupe dans le billet, c'est que mon tissu, il devient plus élastique. Bon, ça paraît pas trop à l'écran, mais je suis plus capable de tirer sur mon tissu, tandis qu'ici, ben, c'est très raide. Je peux vraiment rien faire. Ici aussi, donc le biais, c'est d'avoir été chercher la diagonale, donc le sens du tissu, le seul sens dans lequel il peut avoir un petit peu plus d'extensibilité. Ça va permettre au biais de venir vraiment épouser la forme du projet en le repassant dessus. Ça permet de suivre des courbes, de suivre vraiment toutes les parties de notre projet. Ici, la règle pour le biais, il faut juste faire x4 la mesure finale. Donc, si par exemple, ici, je veux 1 cm de largeur pour mon biais à la fin, bien, je vais faire 1 cm x 4, ce qui fait que ma bande, lorsque je l'ouvre au complet, lorsque je la coupe dans le biais, bien là, elle ferait 4 cm comme ça ici. Puis lorsque je la replie au fer à repasser, dans le fond, la première chose que je fais lorsque ma bande, elle est toute ouverte comme ça, je la replie en 2 pour me faire une marque au centre et après, je replie jusqu'à me rendre à la marque au centre pour faire 2 plis égaux de chaque côté et je replie sur l'intérieur, sur l'extérieur comme c'est ici. Donc, c'était ça pour le biais. Comme je disais, c'est vraiment un petit peu plus de préparation. Moi, je le fais souvent moi-même, mais ça peut s'acheter aussi au magasin, là, tout fait. Ça. Donc, prochaine chose à savoir en couture, le prochain mot, c'est comment couper au pli. Donc, couper au pli, j'avais un petit exemple dans un patron. Donc, j'ai un patron de tuque ici. Puis, mon patron de tuque tient comme ça. J'avais vu qu'il y avait une pièce qu'il fallait couper au pli. Donc, ça peut être assez mélangeant si c'est la première fois que tu fais ça. Dans le fond, le haut pli, ça veut tout simplement dire qu'il va falloir plier notre tissu en 2. Donc, je pense que j'ai ma retaille ici. Donc, le tissu, au lieu de l'avoir bien à plat, bien, je vais devoir le plier en 2 comme ça. Donc, c'est comme si je faisais un effet miroir. Je vais le plier comme ça. Donc, ici, on est d'accord que ça m'a créé un pli. Mon tissu, il est plié en 2. Puis, je vais venir à côté, là, le pli sur ma pièce patron. Mais là, ça serait plutôt l'inverse. Je mettrais la pièce de patron sur le tissu et je viendrais accoter bien au bord la ligne de haut pli au bord de mon tissu. Parce que là, je ne l'ai pas découpé dans ma pièce de patron parce que c'est un patron pour mon école, mais ça te donne déjà une idée. Donc ici, on voit que cette ligne-là ici, spécifiquement, c'est bien indiqué, le haut pli, il est vers où. Ben, on va devoir le couper pour que ça devienne un miroir comme ça. Dans mon cas, c'est vraiment que c'était les 2 côtés de la tuque là, pour faire vraiment circulaire. Mais ça pourrait être aussi un haut pli pour le devant d'un chandail, pour
n'importe quelle pièce. Ça, dans le fond, la bande dans le bas d'un chandail, c'est vraiment le fait de plier en deux comme ça et de venir s'accoter, mais je ne découpe pas là où j'ai plié le tissu en deux. Donc, c'est une petite chose à préciser, on ne coupe pas là où on a plié. Prochaine chose, dans le fond, prochain mot, c'est la valeur de couture. Donc, la marge de couture. Ici, je trouvais ça intéressant de la montrer. C'est quoi la marge de couture? J'ai un patron ici, là, c'est des fanions là, pour décorer sa chambre. Donc, ici, dans mon patron que j'ai fait, j'ai rajouté la valeur de couture. Donc, ici, on la voit très bien. Elle est de 1 cm. C'était écrit, dans le fond, dans mes instructions. Donc, ici, dans le fond, valeur de couture 1 cm. Donc, la valeur de couture, c'est là où je vais aller coudre. Donc, quand je vais couper mon tissu, je vais couper à la ligne qui est pleine et noire, comme ça. Et je vais aller coudre à l'intérieur du tissu à 1 cm, parce que c'est ça que le patron dit. Mais aussi, c'est parce que ça donne assez de distance du bord de mon tissu. Donc, ça a été rajouté en extra pour que je puisse aller coudre ici, là, sans que ça soit trop difficile. Mais la grandeur finale de mon projet, bien, ça va être à l'intérieur de mon pointillé. Donc ça, c'est vraiment important. Dans le fond, la valeur de couture ou marge de couture, c'est écrit dans le patron. Il faut vraiment aller lire les instructions pour savoir bien, de combien est-elle cette valeur de couture. Donc, on revient ensemble pour le dernier mot de notre vocabulaire couture. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on en apprend beaucoup sur tous les petits termes de couture. Le dernier mot, c'est dans le fond décatir. C'est pas quelque chose que j'ai entendu très souvent, mais dans certains patrons, ben, les élèves, on lisait ça, mais on se demandait qu'est-ce que ça voulait dire. Puis, c'est tout simplement de laver et de faire sécher notre tissu au préalable de le couper. Donc, lorsqu'on achète le tissu au magasin, ben, il n'est pas déjà pré-rétréci. Donc, c'est vraiment le fait de lui faire subir ce traitement-là, là, de le laver et de le sécher. Surtout s'il contient des fibres naturelles, ben, ça va faire rétrécir les fibres naturelles. Si c'est seulement des fibres synthétiques ou chimiques, comme du polyester, du nylon, des choses comme ça, ben, ça va juste le nettoyer. Ça va pas le faire ratisser parce que ben, c'est des fibres qui sont faites de plastique, donc ça ne ratisse pas. Donc, c'est vraiment ça, le mot décatir, c'est pour les fibres naturelles. Donc, on prend le soin de faire rétrécir son tissu avant de le couper, parce que si on fait pas ça, ben là, on termine tout notre projet, puis à la fin, ben on veut laver notre projet, on veut le porter, notre vêtement, ben là, il va rapetisser par la suite, puis ben il nous fera plus. Donc, ça va être vraiment dommage d'avoir oublié cette étape, surtout si on n'avait pas compris le mot, qu'est-ce que ça veut dire décatir, là? Maintenant, tu le sais. Donc, dans le fond, je me demandais, est-ce qu'il y a une technique de couture là que vous avez appris, que c'était vraiment nouveau aujourd'hui, ou est-ce que c'était vraiment le vocabulaire que vous utilisez déjà depuis longtemps dans vos projets de couture? Donc, ou sinon encore, si vous avez des mots là, qui vous ont surpris en couture, je serais vraiment contente de pouvoir les partager avec ceux qui débutent, parce que des fois, ça devient vraiment, on peut vraiment être stressé là, de faire un projet, parce qu'on se dit, voyons, je comprends rien. Là. Dans la phrase, il y a à peu près comme 2 mots que je comprends pas. C'est quoi ça veut dire? Chaque étape, c'est comme une recherche, une chasse au trésor. Donc, c'est pas supposé être si compliqué que ça, la couture. Donc, déjà, avec les bases qu'on a vues aujourd'hui, avec les 10 mots là, de couture qu'on a pu voir ensemble, ben ça va te donner vraiment les bases pour être capable d'avancer et ne pas perdre ton temps à toujours chercher là, qu'est-ce que ça veut dire, ces mots-là. Donc, déjà, justement, ça va être des techniques là, que tu vas pouvoir déjà mettre en place dans tes prochains projets. Puis, juste dans le fond, je lisais mon petite anecdote. Je vais faire l'anecdote que je vais vous partager dans le fond qu'une de mes élèves dans son projet, dans son patron, on avait vraiment cherché. Moi, je comprenais pas du tout qu'est-ce que ça voulait dire, mais dans son patron, c'était un patron américain, puis il avait été traduit, là, mais vraiment pas bien. Puis, dans son patron, tout à coup, il y avait de la fourrure, mais on regardait la pochette, puis il y a pas du tout de tissu qui c'est de la fourrure, pour se rendre compte, là, 15-20 minutes plus tard que OK, lorsqu'ils disent la fourrure, ben ça veut dire entoilage. C'est juste que le mot était vraiment pas le bon. Donc, faites juste attention des fois aux traductions. Là, si vous avez des mots vraiment originaux que vous savez pas du tout qu'est-ce que ça veut dire, ben peut-être que ça a juste été mal traduit. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir juste la version où il y avait un feuillet là, qui était en anglais. Puis j'ai pu voir là, le mot interlining. Puis là, j'ai fait « Ah, OK, c'est ça. Ils veulent pas dire fourrure, là. Il y a pas de la fourrure dans ton projet. Mais c'est ça, c'est de l'entoilage. Mais bon, on avait bien ri. Là, c'est pour ça que je voulais vous partager cette petite anecdote-là. Sinon, ben, justement, c'est déjà tout pour notre capsule aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a aidé dans votre couture, puis que ça a démystifié un peu là, tous ces termes-là qui peuvent nous faire peur là, lorsqu'on commence en couture. Puis, je suis certaine que pour certains aussi, là, il y en avait certains qui
certains termes qui étaient peut-être nouveaux. Donc, c'est ça, on en apprend tous les jours. Hein? C'est ça qui est le fun. Donc, je vous souhaite dans le fond une belle journée, puis on se revoit là, dès la semaine prochaine pour un nouveau live. Bye bye!